Merci Henri Guénaud d'être avec nous ce soir. Vous aviez été le deuxième invité du Grand Oral, je crois, l'année dernière, on s'en souvient. Alors, aussi. Un bon souvenir, j'espère. Oui. Bon. Alors, avant d'évoquer l'Europe, je vais me permettre un petit amusement. Vous avez un point commun avec Stéphane Le Foll. Vous êtes tous les deux, en quelque sorte, orphelins de celui avec qui vous avez cheminé en politique depuis plusieurs années, Nicolas Sarkozy pour vous, et François Hollande bientôt. Comment est-ce que vous le vivez? C'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir. Enfin, vous, elle s'est ouverte depuis un peu plus longtemps déjà, mais... Si vous le permettez, je n'ai pas commencé ma vie avec Nicolas Sarkozy. Non, enfin, vous l'avez accompagné beaucoup, quand même. Oui, enfin, avant, j'avais accompagné Philippe Séguin. Enfin, à Sciences Po, on peut faire un peu d'histoire aussi. Pas de mal. Ça fait pas de mal, voilà. Non, je suis pas orphelin, je ne cherche pas... Ouais, moi, j'étais sympa à côté, hein, vous avez vu, hein. Non, mais c'est normal. Ça fait 5 ans qu'il trime au gouvernement. Il est un peu fatigué. Donc, il se modère beaucoup. Et là, il se lâche. Tandis que moi, je suis plein d'énergie. J'ai eu le temps de recharger les accus. Voilà. Est-ce que vous pouvez admettre l'un et l'autre qui vous a un peu déçu? Qui? Nicolas Sarkozy pour vous. Alors, vous ne direz pas. Mais non, mais bien sûr. Mais vous parlez de Nicolas Sarkozy, président de la République, ou de Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy, en général, plutôt récemment. Plutôt récemment, j'ai exprimé mes désaccords avec sa stratégie. Voilà, j'ai été totalement opposé à l'idée qu'un ancien président de la République redevienne chef de parti. J'étais opposé à ce qu'un ancien président de la République participe à la primaire. J'étais totalement opposé à la primaire. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes candidat. Beaucoup, oui. C'est pour ça que vous êtes candidat à la primaire. C'est pas un secret, c'est pas... Et vous, Stéphane Le Foll? Non, mais c'était sur les questions que vous avez évoquées, sur l'explication. Je pense qu'il y a eu là une question qui est posée, qui est posée au président de la République sur la question de cette explication et de cette lecture de ce qui était fait ou des décisions qui étaient prises au moment où elles étaient prises. Alors, l'Europe va être à coup sûr un des enjeux de l'élection présidentielle. Les équilibres mondiaux sont bouleversés, notamment par l'élection de Donald Trump aux États-Unis. C'est le premier sujet qu'on va aborder, si vous le voulez bien. C'est tout à fait inédit. Un président des États-Unis qui explique dans la presse européenne, en gros, souhaiter la dislocation de l'Europe. Est-ce que ça vous inquiète, Henri Guénaud? Ce qui m'inquiète, c'est que le continent européen soit au bord de la dislocation. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu Donald Trump pour comprendre que nous étions au bord du gouffre. Donc vous partagez son constat? Et qu'il y a quelqu'un qui ne partage pas ce constat, il y a quelqu'un qui pense que tout va bien, que l'Europe est sauvée, que la démocratie en Europe n'est pas malade. Enfin, le Brexit, c'est pas Donald Trump. Hein, la montée des extrêmes dans l'Union européenne, c'est pas Donald Trump. Donald Trump, il fait un constat qui devrait simplement nous faire réfléchir. Alors, maintenant, nous connaissons clairement la position des États-Unis. À nous d'en tirer les conséquences. Donc cette hostilité ne vous inquiète pas? Non, ce qui m'inquiète, c'est l'état du monde. Donald Trump arrive à la tête du gouvernement américain et dit on va avoir, en gros, il nous promet la guerre commerciale. Elle n'a pas commencé avec Donald Trump. Hein. C'est le premier à en parler. Mais enfin, je vous rappelle que la guerre juridique, par exemple, que nous imposent les États-Unis depuis des années, elle a commencé sous M. Obama. On a même signé... Stéphane Le Foll s'en souvient, on a même accepté de signer avec le gouvernement américain un accord pour que la SNCF indemnise les victimes de la déportation. C'est la première fois dans l'histoire que l'occupé règle les dettes de l'occupant. Et le texte était très simple, enfin, l'ultimatum était très simple. Si vous signez l'accord, on vous promet la paix juridique. Voilà, je ne vous parlerai pas de la BNP, du Crédit Agricole, d'Alstom, etc. Donc ça, c'est pas nouveau. Seulement maintenant, c'est assumé clairement et cyniquement par M. Trump. Voilà, le monde est en train de changer complètement. Mais c'est pas seulement Trump qui le fait changer. Hein. On a Poutine, on a Erdogan, on a les Chinois. Voilà, il faut en tirer les conséquences. Et la question pour l'Europe est de savoir si elle veut continuer d'être la victime expiatoire du monde entier ou si elle est décidée enfin à servir pour ce à quoi elle devrait d'abord servir, c'est-à-dire à peser dans ces éventuelles guerres commerciales, dans ces conflits commerciaux et à défendre ses intérêts par rapport à tous les autres qui défendent les leurs. Stéphane Le Foll, sur ce constat sur le constat du monde tel qu'il a été posé, je suis obligé de le partager. Je vois bien ce qui est en train de se produire. Et ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que monte, et aux États-Unis maintenant, cette idée que le monde
va être changé. Et pour le changer, il faut surtout se replier sur ce que nous sommes les uns et les autres. Trump, c'est l'Amérique d'abord. Et j'entendais des commentateurs qui disaient il faut maintenant que ça soit aussi la France d'abord. Bon, les Allemands diront l'Allemagne d'abord. Ça c'est déjà fait. Les Hollandais diront, les Pays-Bas diront les Pays-Bas d'abord. La Grande-Bretagne d'abord. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est très facile de dire il suffit que je sois très fort sur mes bases et moi tout seul. Et puis comme ça, les autres, ils vont avoir besoin de venir négocier avec moi. Ouais, mais si tout le monde se met à faire ça en même temps, et ça résonne tout le temps dans ma tête, c'est le discours de Mitterrand au Parlement européen, ça se termine avec le nationalisme, c'est la guerre. Parce qu'il y a un moment où on ne résout pas, si chacun n'est pas prêt à céder, puisque chacun, il l'a dit Trump, c'est d'abord les intérêts de l'Amérique, qui traite à ce moment-là de la question du réchauffement climatique à l'échelle de la planète? Qui est capable de faire le compromis qui permet de prendre en compte le fait que de toute façon, si on ne s'y met pas tous, on sera tous victimes du réchauffement climatique? Mais si vous êtes en train de dire c'est l'Amérique d'abord, le reste, j'en ai rien à faire, si personne ne prend un peu l'intérêt général à sa charge, eh bien, il n'y a plus d'intérêt général. Et l'Europe, il faut se la poser. Alors, je suis d'accord avec Henri Guénaud, c'est qu'elle a des fragilités qui sont extrêmement fortes aujourd'hui, qui sont parfaitement repérés par tous ceux dont on a parlé. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on continue à la fragiliser ou est-ce qu'on veut la renforcer? C'est ça la question. François Hollande a dit que l'Europe, en réaction aux propos de Donald Trump, que l'Europe n'avait, je cite, pas besoin de conseil extérieur. En gros, ça veut dire quoi? Il faut attendre d'avoir un président anti-européen des États-Unis pour avoir une réponse à l'unisson de l'Europe? On n'a pas entendu l'Europe. Et encore, pendant réponse à l'unisson de l'Europe, il faut la provoquer. Je pense que ça peut avoir un impact. Mais l'Europe, elle n'a pas encore eu sa réponse à l'unisson. Donc, quelle doit être la réponse de l'Europe face aux provocations de Donald Trump? C'est de se renforcer elle-même, c'est ce que disait tout à l'heure. Mais alors là, après, on partage pas. Les souverainistes sont plutôt sur l'idée qu'il faut revenir à la France et après on passe des accords avec tout le monde. Non, moi je dis, c'est au contraire renforcer le projet européen. C'est l'occasion justement de le faire. Comment on règle les grands problèmes qui nous sont posés? La France a sa place et elle a une zone d'influence internationale et on l'a vu en particulier sur l'Afrique. Elle a une capacité à elle, mais elle l'aura d'autant plus forte qu'elle sera dans une Europe qui sera capable, et ça a été dit, de parler aussi et des enjeux géostratégiques et des grandes ambitions communes. Mais si chacun continue à penser que c'est en parlant uniquement de soi qu'on va y arriver, eh bien, on n'y arrivera pas. Et le délitement se fera. Et on arrivera à ce que je disais tout à l'heure. Henri Guénaud. Oui, une première remarque d'abord. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, nous vivons des cycles d'ouverture et de fermeture. Il est clair que quand le balancier va trop loin dans un sens, il finit par partir dans l'autre sens. Donc nous sommes allés beaucoup trop loin dans l'ouverture, dans la naïveté, dans la façon dont nous avons construit la mondialisation et même la façon dont nous avons construit l'Europe. Et là-dessus, vous vous retrouvez est allé trop loin. Donc le balancier, qu'on le veuille ou non, que ce soit désastre ou pas, il est en train de revenir en arrière. Vous savez, c'est comme l'ordre et le désordre. S'il n'y a que de l'ordre, c'est mortifère. Bon, mais s'il y a trop de désordre, c'est suicidaire. Et le trop de désordre conduit toujours à un retour de l'ordre. Voilà. Et si on ne fait rien pour que ça soit un ordre raisonnable, c'est un ordre déraisonnable. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aussi dans le monde d'aujourd'hui. Si nous ne faisons rien, le désordre qui est en train de s'installer, le grand désordre du monde, il n'y a jamais eu autant de désordre depuis la Seconde Guerre mondiale. Même la guerre froide était un jeu rationnel qui pouvait déboucher sur un accident terrible, mais c'était un jeu rationnel. Là, c'est totalement irrationnel. Le désordre, il est complet. Alors, la réponse de l'Europe. Donc, l'Europe, elle doit prendre en compte ce fait. Et moi, ce qui me gêne, c'est que l'Europe que nous avons fabriquée, en tout cas depuis le milieu des années 80, est une sorte de monstre qui ne fait pas ce qu'elle doit faire, ce qu'elle peut faire de mieux, c'est-à-dire défendre les intérêts des Européens dans le monde. Par exemple, dans les conflits commerciaux, mais aussi par rapport aux grandes transnationales, toute la question de la fiscalité en particulier qui est posée, la question aussi du respect d'un certain nombre de règles, de droits, de libertés que posent aujourd'hui les grandes entreprises de réseau et de la nouvelle économie. Là, l'Europe a un rôle à jouer et elle ne le joue pas. En revanche, elle s'occupe d'un tas de choses dont elle ne devrait pas s'occuper, qui empêchent les gouvernements de gouverner. Donc il faut
revoir tout ça et le revoir de fond en comble. Les compétences. Voilà, oui, mais tout, les compétences, la façon. Alors après, la méthode, on en reparlera si vous voulez. Je ne crois pas du tout à l'idée qu'on va refaire à 27 un nouveau traité parfait. Je pense qu'il y a d'autres façons de procéder. Mais en tout cas, si l'Europe ne s'occupe pas de protéger, de défendre les intérêts des Européens, de promouvoir les intérêts des Européens et de les défendre dans le monde, alors le résultat, c'est qu'elle ne sert à rien aux yeux des peuples et que les peuples vont la balayer. Je ne dis pas que ça sera une bonne chose. Un exemple sur les traités commerciaux. Alors, on sait que le gouvernement a été opposé au TAFTA, mais a soutenu le CETA. Oui, mais ça, moi, je ne comprends pas du tout sur l'histoire du CETA. Pourquoi? Qui est le traité transatlantique entre le Canada et la France. Pourquoi alors, Stéphane Le Foll va nous dire qu'on a réussi à faire reconnaître quelques appellations géographiques, etc. Mais en fait, on me dit, en gros, la grande différence entre le TAFTA et le CETA, c'est que le tribunal d'arbitrage, qui quand même va juger les politiques des États, cette fois-ci, il est public et plus privé, mais ça ne change rien. La loi française, elle est déjà jugée par 5 cours suprêmes, plus l'OMC. Et là, on rajoute encore un tribunal arbitral, et puis demain, peut-être celui du TAFTA. C'est de la folie, parce qu'on change complètement de... Ces traités dits de nouvelle génération sortent complètement de la définition qu'on donnait habituellement du protectionnisme. Maintenant, et protectionniste, toute différence de normes entre deux pays. À ce moment-là, c'est vraiment l'aplatissement du monde. Et il faut bien comprendre une chose, c'est une fois qu'on s'est mis d'accord sur des normes, on ne peut plus en changer. Donc il n'y a plus de démocratie. C'est-à-dire, c'est pas la peine de voter. De toute façon, vous ne pouvez rien changer, puisque si vous changez, vous allez devant un tribunal. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. La crise de la démocratie est devenue dramatique dans tout l'Occident, et en particulier en Europe. Et si nous n'y remédions pas, alors nous allons vraiment à la catastrophe. Stéphane Le Foll, sur le CETA, sur donc la prétendue naïveté de l'Union européenne, en gros. Oui, sur le CETA, il y a, par rapport à la question des IGP, c'est pas un petit sujet, ça. C'est une bataille dans le monde entre la tradition française historique de la conception de l'agriculture qu'on a réussi à passer au niveau européen et une tradition anglo-saxonne qui consiste à dire en agriculture, il n'y a pas d'indication géographique ni d'appellation d'origine protégée, il y a des marques ou il n'y a pas de marque. Et cette conception de l'indication géographique protégée est un sujet de bataille à l'échelle mondiale. On a gagné à Lisbonne la France et l'Europe par rapport à l'Amérique, par rapport à la Grande-Bretagne aussi, sur ces questions qui consistent à dire, vous arrêtez avec vos histoires de fromage, de vin et tout ça. D'ailleurs, sur le vin en particulier, il y a eu un gros débat sur le numérique et sur le vin. Et les Américains, là encore, voulaient imposer la fin de ces droits qui sont liés à des territoires, à des terroirs. Et c'est un vrai sujet. Le fait que le Canada reconnaisse 45 IGP... Pour vous, ça mérite c'est un point d'appui en Amérique du Nord, pas simplement sur les 45, c'est pas uniquement ce sujet, en particulier sur les fromages, mais c'est la conception française qui progresse. De la même manière que si un jour les Japonais la reconnaissent, c'est un point d'appui sur l'Asie. La Chine a reconnu 45 AOP bordelaises que j'ai été moi-même signé en Chine. 45 AOP bordelaises, c'est Bordeaux qui a ses territoires et terroirs qui sont reconnus par les Chinois. C'est très important. Alors après, je suis aussi parfaitement lucide, si on multiplie les accords bilatéraux, c'est ce que veut Trump maintenant, il a dit, plus d'accord multilatéral, tout est bilatéral. En gros, moi, je suis les États-Unis, je vais aller voir, toc, 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 le petit d'à côté, tu m'ouvres ton marché, et puis moi, je te vends, et toi, surtout, tu ne pourras pas. Donc, plus on laisse dériver la capacité d'organiser le commerce mondial vers ce type d'accord, et plus on aura de gros soucis de gestion de l'échange à l'échelle internationale. Mais il y a une vraie question derrière les normes, qui les définit, qui les prescrit, et à qui elles s'appliquent. Et c'est vrai que là, l'Europe a un corpus de normes dans le domaine agricole, agroalimentaire, sanitaire, et dans d'autres domaines qui sont des normes élevées, et qu'on ne peut pas, j'allais dire, négocier ou sous-estimer pour gagner des parts de marché ailleurs, parce que ça, c'est le problème démocratique. Si on les a choisis, on parlait tout à l'heure du bien-être animal. Bien-être animal, il faut le savoir, chez nous, aujourd'hui, les conditions de production de la viande ne sont pas du tout les mêmes que les feedlots américains. Antibiotiques et antibiorésistance, nous faisons des progrès, alors qu'eux continuent à utiliser les antibiotiques de manière préventive.
Mais ça va aller beaucoup plus loin que l'agriculture, hein. Ça va beaucoup plus loin que l'alimentaire. Pour l'instant, l'exception culturelle est protégée. Le tribunal arbitral, il va d'abord ça. Qui n'était pas le même sur le TAFTA. Enfin, après, c'est des sujets techniques. Non, sur le TAFTA, il est privé. Pour l'instant, et là, il est public. Mais c'est quand même un tribunal arbitral. C'est-à-dire qu'il va évidemment étendre ses compétences comme tout tribunal. Et ça veut dire que, en fait, ce tribunal va juger les politiques publiques. Dès lors que vous aurez une politique publique, vous devrez indemniser les entreprises qui sont installées sur votre sol. Ça veut dire qu'à la fin, il n'y a plus de politique publique. Or, c'est le cœur de la crise démocratique. C'est-à-dire que les responsables politiques sont désormais, ou se sont mis dans la situation où ils doivent assumer des responsabilités qu'ils n'exercent plus. Et ça conduit à la catastrophe démocratique. Avant de passer à un autre sujet, vous diriez comme Manuel Valls que c'est une déclaration de guerre faite à l'Europe ou pas, les propos de Donald Trump? Non, enfin, c'est des mots, est-ce qu'il faut faire attention aux mots qu'on Oui, utilise? moi je pense qu'il faut... Oui, je pense que c'est une déclaration claire qui marque une forme d'hostilité à la construction européenne. Ça c'est dit, et il l'a dit d'ailleurs comme ça, donc il y a une hostilité. Et il faut que les Européens soient capables de répondre. Mais face à ces hostilités, nous, on va réaffirmer ce que nous sommes. Voilà, c'est tout. Mais ça n'a pas commencé ça ne commence pas avec Trump. La guerre juridique que nous mènent les États-Unis depuis des années, elle est terrifiante. Enfin, ça ne commence pas maintenant. On va avancer un peu pour traiter d'autres sujets. Il y a un autre point commun entre vous deux. Vous avez tous les deux soutenu à un moment de votre vie politique, Nicolas Sarkozy, François Hollande, un candidat qui avait promis d'une façon ou d'une autre une réorientation de l'Europe, promesse pas vraiment toujours tenue. Alors vous, Stéphane Le Foll, avec François Hollande, qui avait promis de renégocier le traité budgétaire en 2012, qui avait promis une Europe de la croissance, avec finalement peut-être pas assez d'avancées que celle qui avait été souhaitée. Et vous, Henri Guénaud, avec Nicolas Sarkozy, qui a ratifié le traité de Lisbonne après le non en 2005, qui avait voulu avancer sur une réforme de Schengen, sur des marchés publics, et finalement, ça n'avait pas abouti non plus. Est-ce que c'est pas le même échec tous les deux, et au final aussi une des raisons pour lesquelles les citoyens ne croient plus en l'Europe, parce qu'on leur dit, regardez, on va changer, l'Europe sociale, ça fait 15 ans qu'on la promet, et au final, elle n'arrive pas. Stéphane Le Foll. Est-ce que là, c'est pas un vrai nœud sur la déception? Oui, sûrement. Il y a une partie de déception qui est liée aux difficultés qu'on a à traduire à l'échelle européenne une expression ou des promesses qui sont faites au niveau national. Parce qu'après, on se retrouve avec d'autres qui ont quelquefois fait des promesses qui peuvent être un peu différentes. Mais sur cette question du traité, ce qui avait été dit par François Hollande, c'était la renégociation de la partie liée à la fameuse règle d'or sur la question de la réduction des déficits. Et en même temps, ce qui avait été dit, et ce qu'on avait mis en avant, c'était la nécessité d'avoir aussi une Europe qui relance et qui investisse. Sur ce sujet, et c'est là que les explications sont très importantes, ce qui a été fait avec l'arrivée de Juncker, ça c'est certain, et son plan à 300 milliards, et la politique de pour la première fois, on change, et avec Draghi, mais pour la première fois à l'échelle européenne, la Commission, son président, prend en main et en charge l'idée que l'Europe doit être, et c'est là que c'est intéressant, une institution d'investissement, d'aide à l'investissement. C'est la première fois. Et ça, c'est un sujet qui doit être retravaillé, qui doit être un des éléments du débat public et qui a été mis par la France, partie, parce que l'Allemagne n'était pas toujours favorable, de la même manière que la politique de Draghi par rapport à l'euro fort qu'a souhaité la France n'était voilà. De la même manière que sur l'union bancaire et sur les assurances sur l'union bancaire, l'Allemagne n'était pas favorable, elle a été mise en place, et tant mieux. Donc on a structuré des choses. Donc sur l'Europe, il y a des choses qui ont bougé. Mais je pense qu'on délègue trop au niveau européen les choix qui peuvent être faits au niveau européen. On ne vient pas ensuite suffisamment s'expliquer sur ce qui a été obtenu ou ce qui ne l'a pas été et pourquoi. Parce que ce n'est pas que l'Europe qui dit non. Ce sont des pays qui constituent l'Europe qui disent non. Bien sûr, mais après, quand on fait des promesses, parfois les gens sont déçus. Henri Guénaud. Bon, moi, je ne vais pas revenir sur l'historique des promesses ni de François Hollande ni de Nicolas Sarkozy. Il y aurait beaucoup à dire. Non, mais attendez, là, ce que Stéphane Le Foll dit, c'est finalement sur la croissance des choses ont été faites. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, c'est qu'à la fin des fins, et pourquoi les gens en ont marre, c'est que fait tous plus ou moins la même politique, en tout cas économique. Voilà. C'est la même politique que Nicolas Sarkozy, européenne, qui a été menée. Je sais pas, je vais voir ce que veut dire Henri. C'est-à-dire, pourquoi l'Europe devrait être, et normalement, un lieu de coopération. Or, la coopération, c'est totalement contradictoire avec des règles uniformes qui s'appliquent à tout le monde. La règle, c'est le contraire de la coopération. Bon, donc, on pourrait coopérer en matière de politique économique. Au lieu de ça, on a mis des règles
Et donc chacun est obligé d'appliquer la même règle. Ce n'est pas de la coopération. La coopération, ça serait que ceux qui peuvent tirer la croissance le fassent, ceux qui doivent remettre de l'ordre dans leur économie le fassent, et qu'on arrive à jouer sur la complémentarité par la coopération. Là, on est totalement en dehors de la coopération, et donc on a un carcan qui impose finalement à tout le monde à peu près de faire la même chose, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve placé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? La seule chose qu'on a fait, c'est M. Draghi qui l'a faite, et qui l'a faite en luttant pied à pied contre le gouvernement allemand, c'est de changer de politique monétaire européenne jouer la planche à billets. Au bord de la déflation. Oui, appelez ça la planche à billets, mais quand vous êtes au bord de la déflation, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous voulez attendre que tout s'effondre? Bon. Et donc on l'a fait avec retard par rapport à beaucoup d'autres pays, par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport aux États-Unis, mais M. Draghi l'a fait. Après, le plan Juncker. Le plan Juncker, c'est un peu une fumisterie de budgétaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'abord 300 milliards à l'échelle de l'Europe, c'est rien. Deuxièmement, on n'a pas injecté 300 milliards de richesses. C'est des fonds qui ont été mobilisés. C'est des fonds qui ont été mobilisés. On joue sur des effets de levier. Enfin bon, c'est comme toujours, et Stéphane Le Foll le sait bien, la façon de présenter les comptes budgétaires et la réalité de ce qu'on fait derrière, que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, il y a un écart qui est énorme, et on vit un peu dans l'illusion comptable. Donc en réalité, hélas, on n'a pas fait grand-chose. Ah oui, et enfin, il faut bien comprendre que oui, l'investissement, c'est la question majeure pour la France, pour l'Europe, et même aujourd'hui pour le monde. Le monde, vous parliez tout à l'heure, avant que j'arrive, de l'inégalité, mais l'inégalité, elle a fait cette inégalité terrible, qui est pire finalement qu'au moment de la révolution industrielle. Elle a fait qu'aujourd'hui, parce que ceux qui sont très riches ont une capacité, enfin épargnent plus qu'ils consomment, aujourd'hui le monde croule sous l'excès d'épargne et l'insuffisance d'investissement. Donc c'est un problème majeur. Mais quand vous dites qu'à cause des règles européennes, c'est pareil de dépenser 1 euro de consommation publique ou 1 euro d'investissement public, c'est fini. Votre capacité d'investissement, elles sont considérablement bridées. On a vu le gouvernement, mais ça aurait pu être le nôtre. Je ne fais pas ce soir un débat de campagne. On a vu à un moment le gouvernement, par exemple, se réjouir d'avoir réduit la dépense publique, et notamment des collectivités locales, alors que c'était l'investissement des collectivités qui s'était réduit. On aurait dit la même chose. Et vous auriez fait la même chose. Oui, bien sûr. Même pire, je crois. Mais pire, je ne sais pas, mais enfin, on aurait fait la même chose. Parce que on considère que la dépense est pareil que la consommation. Et on oublie que la dépense est faite de consommation et d'investissement. Et si on n'investit pas, on sacrifie l'avenir. Et c'est toute la question de la politique économique. Vous êtes très seul dans votre camp à tenir ce discours-là, si je puis me permettre. Oui, mais peut-être que parfois, dans le cercle vrai de la raison, on n'est pas nombreux. Vous êtes tout seul. Sinon, il n'y aurait jamais de catastrophe. Mais oui, enfin, si on n'a pas compris que l'investissement, c'est l'avenir, si vous voulez, il faut retourner à l'école. Mais oui. On dit la dépense, mais la dépense, encore une fois, c'est fait. Vous savez, l'économie, c'est simple. S'il y a de la production et de la dépense. S'il n'y a pas de production, ça ne marche pas, mais s'il n'y a pas de dépense, ça ne marche pas non plus. Et dans la dépense, il y a de la consommation et de l'investissement. Bon, si vous confondez la consommation et l'investissement, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et c'est exactement ce que nous faisons. Voilà. Et l'Europe nous y a incité par ses règles, et la pensée unique, de droite ou de gauche, qui s'est coulée dans ce moule, elle fait la même chose. Voilà. Donc si vous passez votre temps à vous dire il faut que je réduise ma dette, quitte à ne pas investir du tout, eh bien vous sacrifiez l'avenir au passé. Vous savez, je finis là-dessus, c'est totalement irrationnel. Dans ses cours de calcul économique à l'école des mines, Maurice Allais répétait toujours une sentence qui était dans le calcul économique, seul l'avenir compte. Voilà. Seul l'avenir compte. Si vous sacrifiez l'avenir au passé, il n'y a plus d'économie. Et c'est exactement ce qui nous arrive. On a pris beaucoup de retard, on va encore faire 5 minutes et ensuite, Gabriel, tu pourras... C'est juste par rapport à la question de l'investissement, oui, bien sûr, c'est bien pour ça que je l'ai indiqué comme étant un point important et sur lequel il faut continuer de travailler. Je pense que l'Europe doit revoir ses stratégies politiques, elle doit revoir ses capacités, mais le vrai débat, c'est quels sont les moyens qu'on lui donne. Parce que la vraie question, c'est que budgétairement, le budget de l'Europe, c'est des transferts de budgets nationaux vers le budget européen. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire dans tous ces débats, les uns comme les autres? C'est à en verser le moins possible pour en survoir le plus possible. Sachant qu'il y avait des études très intéressantes de l'Université de Paris qui avaient été faites et qui montraient que ceux qui étaient les premiers bénéficiaires des politiques de cohésion, c'est-à-dire le fait qu'on exerce une solidarité à l'échelle européenne, c'était les premiers exportateurs à l'échelle européenne. L'Allemagne, qui soi-disant est contributeur net, mais sa contribution nette, en distribuant du pouvoir d'investissement à des pays, c'est en retour ce qui fait qu'elle en bénéficie aussi.
Et deuxième contributeur net, mais deuxième bénéficiaire aussi net, c'était la France, c'est-à-dire ceux qui ont une capacité à exporter. Donc la solidarité européenne, elle a aussi une vertu en termes de développement économique. Faut-il qu'on soit capable d'accepter qu'une politique macroéconomique à l'échelle européenne ait un sens et qu'elle soit coordonnée et qu'elle soit politiquement assumée. C'est tout le débat qu'on a depuis longtemps. Et là, ce n'est pas l'Europe en tant que telle, c'est certains États qui refusent de céder cette part-là parce que c'est la plus importante par rapport à une question de souveraineté. Mais qu'en est d'une fausse souveraineté, parce qu'au fond, si on se la donnait à l'échelle européenne sur des sujets bien précis, ça nous aiderait derrière à pouvoir s'engager sur d'autres sujets et à régler beaucoup plus de problèmes qu'on peut en régler aujourd'hui. Le problème, c'est que l'Europe ne peut pas avoir une seule politique macroéconomique sans tenir compte des situations de chacun des pays. La monnaie unique, elle a accentué la spécialisation, elle a accentué les différences entre les économies, elle ne les a pas réduites. Et il faut que chacun mène la politique de sa démographie, la politique de sa société, la politique de son économie. Donc vous nous dites que ce n'est pas possible de coordonner les... Non, si, c'est pas la coordination qui compte, c'est la coopération. Ça n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il faut jouer sur les complémentarités. On parlait de l'Allemagne. Pas plus d'intégration, alors que c'est plutôt ce que... Voilà, mais oui, mais là, on a sans doute une divergence. Voilà. Et ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas travailler ensemble. Ça veut dire qu'il y a ceux qui veulent travailler ensemble sous la règle commune, la politique unique, etc. Et puis ceux qui disent travaillons ensemble dans la coopération. L'histoire de l'Allemagne, elle est très intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Allemagne? Pendant des années, l'Allemagne, elle a écrasé son pouvoir d'achat intérieur. Elle a fait venir des travailleurs à bas coût des pays de l'Est, puis ensuite d'autres pays. Elle a écrasé sa consommation et elle a exporté essentiellement, elle a dégagé ses excédents vis-à-vis, c'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant plus d'une dizaine d'années, vis-à-vis de ses partenaires européens. Ces partenaires européens, ils ont acheté ces produits parce qu'ils s'endettaient pour soutenir leur demande intérieure. Bon, et puis maintenant, l'Allemagne nous dit « Ah ben, vous êtes endettés, c'est pas bien ». Mais c'est le cavalier libre, c'est les cavaliers seuls de l'Europe, l'Allemagne, dans cette affaire, depuis 10-15 ans. Voilà. C'est pas du tout de la coopération, ça. C'est je profite du système et je profite des autres. Si tout le monde avait fait la politique de l'Allemagne, ça n'aurait marché pour personne, y compris pour l'Allemagne. Juste, je vous coupe, je fais une dernière question, s'il vous plaît. Répondez un tout petit peu rapidement sur l'Europe et la présidentielle. En gros, François Fillon, qui était à Berlin, plaide pour une alliance européenne de défense et dit il faut renforcer le couple franco-allemand. Stéphane Le Foll, vous, à gauche, majoritairement, c'est fin de l'austérité, non-respect de la règle des 3%, mutualisation des dettes, refus d'un directoire franco-allemand. Ça, c'est un peu résumé. C'est parce que l'Europe de la défense, tout le monde la défend. Hein. Oui, oui. Non, mais alors après, qu'est-ce qu'on y met? Personne ne l'a fait. Alors, oui, personne ne l'a fait. Si, il y a eu des progrès qui ont été faits. L'un et l'autre, sur ces propositions-là, et on en terminera par là, et ensuite on passera à vos questions rapidement avant que tout le monde aille regarder le débat. Enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas Stéphane Le Foll. Je ne suis pas sûr. Comment est-ce que vous jugez ces propositions? Et de votre camp, hein, évidemment. Donc vous, Stéphane Le Foll, mais Europe de la défense. Non, pas sur l'Europe de la défense. Si, mais je suis pour. Donc on va pas. Oui, mais ça vous êtes pour, donc c'est pas intéressant. Sur les propositions de gauche, qui consistent à dire les 3%, on arrête, on mutualise, en sachant que l'Allemagne, il y a quand même assez peu de chances qu'ils acceptent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est irréaliste? Ah mais moi je pense que c'est irréaliste à l'échelle européenne et ça serait assez ridicule à l'échelle nationale. J'ai regardé un peu les débats et j'ai vu l'intervention d'Arnaud Montebourg à un moment, ça m'a beaucoup frappé, ça m'a beaucoup intéressé. Quand il a dit les taux d'intérêt sont bas, donc il faut qu'on impose aux banques qu'elles investissent. Mais il voulait être le bénéficiaire d'un choix politique qui était celui du sérieux budgétaire, qu'il conteste lui-même. Alors, il y a un moment où, dans ce jeu politique, si tu prends tous les avantages en reniant ce que tu voulais faire et en disant, bien sûr, puisque j'ai des taux d'intérêt qui sont bas, eh bien, maintenant, il faut que j'investisse, mais moi, je suis contre l'austérité, parce que ça, c'est vraiment pas bien, alors qu'on n'a pas fait d'austérité, on a fait du sérieux. Et est-ce que la dette... Ça, Henri Guénaud, il pense que vous avez fait de l'austérité. Oui, et est-ce que... Alors après, allons avec Henri Guénaud jusqu'au bout, on dit, mais après tout, pas de déficit budgétaire, pourquoi on s'en occupe pour 3, 4, 5, 6, combien, 7, 8, 10%. Est-ce que la dette est un problème? Mais à ce moment-là, plus on en a, plus il faudra qu'on la rembourse. Et plus on rembourse une dette, moins on peut aussi investir. Donc je trouve que dans ce débat qui consiste à dire il n'y a qu'à laisser filer, et puis vous verrez, on va trouver toutes les solutions possibles. Et un peu de sérieux, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ça permet de redresser des comptes et ça permet aussi d'investir. Voilà. Donc moi, je ne suis pas favorable à ce jeu qui consiste à dire surtout laissons filer. Ou alors qu'on me dise jusqu'à quand, jusqu'à où et pendant combien de temps. Stéphane Le Foll, vous avez 1 minute. Je suis désolé. Non, c'est fini, moi. Vous, c'est fini. Ah, voilà. Enfin, vous avez encore sinon, je record. Ah bon, donc je peux encore. Et Henri Guénaud, une réponse. Juste deux remarques. La première, c'est que le sérieux
en économie et en politique, c'est de ne pas confondre les causes et les conséquences. Voilà. Si les comptes sont détériorés, c'est parce que l'économie et la société sont en désordre et pas l'inverse. Donc si on ne veut pas remettre l'économie et la société en ordre, on n'arrivera pas à réduire les déficits, on fera semblant, on fera du window dressing comptable, etc. Bon, et ça, encore une fois, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à sacrifier l'avenir, et ce sera de pire en pire. La deuxième remarque que je voudrais faire, si les taux d'intérêt sont bas, ce n'est pas du tout à cause de la politique de sérieux budgétaire de quiconque. C'est pas ça. Les taux sont bas, d'abord parce que des politiques monétaires sont extrêmement accommodantes dans le monde, y compris en Europe, et deuxièmement, encore une fois, parce que l'épargne est surabondante. Mais non, sauf qu'il y a des différences, Henri Guénaud, entre le taux que vous avez en Espagne, en Italie, et les taux que vous avez entre la France et l'Allemagne. Et si la France a des taux pratiquement équivalents à ceux de l'Allemagne, c'est parce que les marchés, et ceux qui prêtent, considèrent que la signature de la France équivaut à celle de l'Allemagne. C'est pas la même chose pour l'Italie. Donc ne dites pas qu'il n'y a pas d'impact, il y en a un. Mais non, mais il n'y a d'impact que quand les pays sont au bord de la faillite et que le risque est trop important. Aujourd'hui, déjà François Fillon l'avait dit il y a longtemps, on a vu l'impact. Oui, j'aurais mieux fait de se taire, pardon, mais c'est absurde d'abord parce qu'il ne faut pas confondre non plus les comptes de la nation et les comptes de l'État. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Finalement, juste une dernière remarque. Pourquoi les taux sont bas? Parce qu'il faut bien que cette épargne surabondante, elle aille quelque part. Bon, alors effectivement, elle choisit les pays qui peuvent lui paraître le moins risqués, mais il y en a beaucoup, parce que sinon, on ne sait plus quoi en faire. Pourquoi il y a des taux d'intérêt négatifs? Parce qu'on ne sait plus quoi faire de cette épargne. Voilà, on conclut. Donc la gauche défend le sérieux budgétaire et la droite... Moi aussi. Ah bon. Sérieux économique. Sérieux économique. Bah oui. Bon. Merci beaucoup. Regardez le résultat, hein, du million de chômeurs.